Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, débat, chronique, reportage et expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 6 novembre avec cette question: la France peut-elle suspendre ou même fermer la plateforme Shein après le scandale des poupées pédopornographiques? Le gouvernement durcit le ton, 200 000 colis contrôlés aujourd'hui à leur arrivée à Roissy, et Paris réclame le soutien de l'Union européenne dans son combat contre le géant chinois du e-commerce et la sécurité des consommateurs, l'avenir des commerces de centre-ville qui sont en jeu. On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, l'homme à la tronçonneuse qui remporte les élections de mi-mandat en Argentine. Aujourd'hui a clairement été une journée historique pour l'Argentine. Le peuple argentin a décidé de laisser derrière lui 100 ans de déclin et de persévérer sur la voie de la liberté, du progrès et de la croissance. Nous avons atteint un point de bascule. Après 2 ans de pouvoir, Javier Milei est-il en train de réussir son pari? Aurait-il sombré sans les dollars de l'Amérique de Donald Trump? Qui sont les politiques français qui veulent s'inspirer de sa politique de coupe drastique dans le budget de l'État? Réponse dans 3 quarts d'heure sur ce thème et sur les menaces de suspension de Shein. J'attends vos questions, vos réactions en flashant ce QR code. Le bras de fer commercial va-t-il tourner à l'affrontement géopolitique? Avant d'en débattre avec nos experts, le récit des dernières 24 heures signé Fabien Recker. Des milliers de colis Shein bloqués à Roissy ce matin pour être contrôlés au lendemain d'une procédure de suspension de la plateforme lancée par le gouvernement. C'est 200 000 colis qui vont être ouverts par les douaniers, la DGCCRF, pour justement alimenter les 3 procédures qui ont été initiées par le Premier ministre. La première procédure, vous le savez, c'est la suspension du site. La deuxième procédure, c'est une enquête judiciaire. Et la troisième procédure, c'est une enquête européenne. Shein dans le collimateur des pouvoirs publics après le scandale de la vente de poupées pédopornographiques sur la plateforme, également épinglée pour vente d'armes par une mission d'information parlementaire. Un cap a été franchi. Nous sommes passés de la fast fashion au fast crime. Des armes de catégorie A, dont la vente et la détention sont interdites en France et qui sont, à l'heure où je vous parle dans cet hémicycle, en vente sur cette plateforme. Sans retrait de tous les produits interdits sous 48 heures, le gouvernement peut exiger le blocage du site, mais la France veut aller plus loin et agir au niveau européen. La plateforme est de toute évidence en infraction avec les règles européennes. Et je pense que la Commission européenne doit sévir. Elle ne peut plus attendre. L'offensive anti-Shein coïncide avec le lancement à Paris du premier magasin physique au monde de la marque chinoise. Plébiscité par les consommateurs français malgré la polémique, le géant de l'e-commerce pourrait d'ailleurs s'opposer à des sanctions unilatérales de la France en vertu du règlement européen sur le numérique. En tout cas, si Shein voulait le contester, il en aurait tout à fait la possibilité, et ce serait dans ce cas-là à la Cour de justice de l'Union européenne, enfin d'abord dans un premier temps à la Commission européenne, puis à la Cour de justice de l'Union européenne de trancher. Effectivement, la Commission européenne elle-même pourrait juger que c'est contraire au droit européen, puisqu'aujourd'hui, ce type de décision doit être pris de manière collective. La firme a entre-temps annoncé avoir suspendu sa place de marché dédiée à des vendeurs tiers et assure vouloir se mettre en totale conformité avec la loi française. La France est-elle impuissante face à Shein? C'est la question de ce débat. J'accueille Fabienne Keller, bonsoir. Bienvenue, députée européenne Renew Europe, Renaissance. Vincent Verrier, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes journaliste au service économie du Parisien. Pascal Ebel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, directrice associée chez Seaways, spécialiste de la consommation. Et Jonathan Boucher-Petersen. Bonsoir. Bonsoir Jonathan, éditorialiste à Libération. Et pour Sens Public, une première réaction, Fabienne Keller, de députée, de citoyenne pour commencer. Est-ce qu'il faut sanctionner? Et si oui, comment cette plateforme? Bien sûr, il faut la sanctionner. Ces poupées incitant à la pédopornographie, c'est monstrueux. C'est un excès de plus de la plateforme Shein qui a déjà été condamnée plusieurs fois dans le passé. On va le mesurer peut-être mieux aujourd'hui puisqu'il y a ce contrôle plus exhaustif par la ministre Amélie de Montchalin à Roissy avec le ministre des PME. Il y a beaucoup de produits dangereux également qui semblent entrer, c'est-à-dire non conformes à la réglementation. Enfin, on sait, et Laurent Nunez a réagi, qu'il y a aussi des armes qui rentrent. Donc, autant de raisons
de contrôler, enfin, allais-je dire, ces plateformes dont on sait qu'elles sont très largement... qu'elles ne respectent pas nos réglementations. Oui, parce qu'il y a effectivement Shein, mais il y a d'autres plateformes, et puis il y a la question des moyens que la France peut mettre en œuvre et que l'Europe peut mettre en œuvre, et c'est aussi pour ça que c'est très important que vous soyez sur ce plateau. Vous avez révélé, Vincent Verrier, ce week-end que la répression des fraudes avait alerté, après une enquête de 48 heures, le parquet de Paris pour avoir découvert donc, ces poupées pédopornographiques. Déjà, peut-être une question... comment ont réagi les agents de la DGCCRF quand ils ont été alertés par une source, c'était en l'occurrence une source journalistique? Pas très bien. Ouais. C'est pas des agents qui sont spécialisés dans ce type d'affaires. Là, ils ont quand même eu affaire à des images assez dures, à des commentaires assez crus. Il y a aussi les commentaires des acheteurs. Les commentaires sont même pires que la poupée, puisqu'on a le détail de l'utilité de cette poupée. Donc nous, on les a écrits, je n'ai pas forcément envie de les répéter, mais c'est... On ne va pas les répéter, mais malheureusement les... Donc effectivement, c'est monstrueux. Oui, moi les interlocuteurs que j'ai eus au téléphone quand on a révélé cette affaire, c'était des agents qui n'étaient pas très bien en fait. C'était des agents qui ont travaillé pendant 48 heures sur cette affaire et qui, pour la première fois, ont été confrontés pendant plusieurs heures à des images c'est pas leur quotidien, c'est pas leur habitude. Et donc ensuite, ils ont effectivement saisi le parquet de Paris qui a ouvert une enquête. Pascal Ebel, si ce bras de fer est passionnant, c'est parce que on se pose la question de la puissance ou de l'impuissance de la France, mais des États en général face à un géant du e-commerce comme Shein. Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà une première fois? Ensuite, on va détailler toutes ces thématiques. Alors en effet, c'est des plateformes qui arrivent sur l'Europe et on sait un petit peu pourquoi, parce que ça a été bloqué au niveau américain, parce que maintenant il y a une taxe qui fait que quand on achète un colis de 3 €, si ça vous coûte 103, les Américains en prennent de moins en moins. Donc forcément, ces plateformes ont augmenté le marketing sur toutes les plateformes européennes et donc il y a en effet une accélération de leur entrée sur le marché. Donc c'est vrai qu'on a déjà eu quand même un exemple en 2021 où la plateforme Wish qui... C'était une plateforme américaine, celle-ci. Voilà, une plateforme américaine et on avait en effet, la DGCCRF avait observé qu'il y avait plein de produits dangereux, comme UFC Que Choisir vient de le révéler sur Shein. Donc on voit qu'on peut, quand il y a des choses qui contreviennent à tous les textes de loi, interdire un site. Et c'est vrai que là, la réglementation a sans doute changé. Donc on se pose la question depuis un moment, pourquoi ces plateformes sur lesquelles on sait depuis longtemps qu'il y a quand même ils ne suivent pas du tout, puisqu'ils ont déjà eu des amendes. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été interdit plus tôt? Et on comprend dans le débat qu'en effet, c'est pour des raisons géopolitiques et que l'Europe n'a pas forcément voulu être en conflit avec la Chine, quoi, en fait. C'est que ça dépasse le droit de la concurrence et les enjeux sont sans doute au-delà de simplement de ne pas respecter la protection des consommateurs, le droit de la protection des consommateurs. On peut peut-être rappeler d'un mot, Vincent Verrier, il y a effectivement déjà eu 2 condamnations, je crois 40 millions d'euros une première fois, 150 millions d'euros. Alors c'est pas exactement pour la même procédure, mais Shein a déjà été condamné par la France. Oui, 40 millions d'euros pour des promotions qui n'en étaient pas. C'est-à-dire qu'on annonçait des promotions de 50% et en fait... Le prix était le même. Et puis une amende de 150 millions d'euros pour des données personnelles qui avaient été recueillies sans le consentement des clients. Ouais. Et d'ailleurs, là, Fabienne Keller, c'est aussi une loi européenne qui s'applique sur la question ça s'appelle la RGPD, le règlement général de la protection des données, c'est ça? Absolument, ce règlement s'applique depuis longtemps et est mis en œuvre en France par la CNIL. Et puis depuis l'année dernière, on a ce qu'on appelle le DSA, qui est un règlement qui exige de la part des plateformes une régulation pour s'assurer notamment que des produits dangereux ne sont pas diffusés, ne sont pas vendus, que des produits illicites ne sont pas vendus. Et ce texte est très bien fait puisque les règles sont d'autant plus sévères que la plateforme est grande. Et Shein est une très grande plateforme. Donc elle peut être condamnée sur un pourcentage de chiffre d'affaires, par exemple? Qui va jusqu'à 6%, ce qui est tout à fait considérable. Et donc elle doit mettre en place des autocontrôles où elle vérifie, puisqu'elle n'est, comme vous l'avez rappelé, pas seulement vendeur de ses produits, mais elle sert de plateforme
pour d'autres vendeurs. Oui. Et là, visiblement, puisqu'elle vient de le suspendre, là, elle maîtrise et contrôle rien du tout. Et c'est là que beaucoup de produits, là pour le coup, des précurseurs de drogue, des armes, semblent être diffusés. Alors, dans ce que vous dites, il y a un mot qui me semble important, c'est autocontrôle. On y reviendra un peu plus tard, parce que, évidemment, pour l'instant, on a un peu l'impression que l'autocontrôle n'a pas fonctionné. Alors, ce que veut montrer le gouvernement, évidemment, c'est qu'il s'empare de la question, qu'il est actif. On avait 2 ministres à Roissy ce matin pour médiatiser l'action des douanes, qui est une action réelle. 200 000 colis achetés sur Chine qui ont été ouverts pour vérifier leur conformité en droit français. On écoute Amélie de Montchalin. Au fond, ces plateformes ne peuvent pas se réfugier derrière des algorithmes, ne peuvent pas se réfugier derrière des vendeurs tiers en expliquant que ce n'est pas de leur responsabilité. Nous ne nous réfugions pas, nous nous engageons. Et je veux ici dire que, peut-être les Français ne le savent pas, la première frontière commerciale du pays, ce ne sont pas nos frontières terrestres, ce ne sont pas nos routes, c'est Roissy. 90% des 800 millions d'articles qui sont arrivés en 2024 en France sont arrivés ici à Roissy. Ils arrivent par avion. Tout ce qui est ici, c'est 3 à 4 avions déjà qui ont été arrêtés, d'autres qui arrivent. Et donc les douanes sont en première ligne, elles sont mobilisées, elles sont outillées, elles ont des moyens renforcés. Pascal Ebel, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? En fait, bon, il y a une médiatisation, évidemment, c'est aussi de la communication, mais ça peut servir à nourrir un dossier, une procédure, une instruction, éventuellement, le contenu de ces colis? Ah oui, bien sûr. Donc, en fait, c'est vrai qu'on sent que le fait de faire monter médiatiquement ce sujet, ça oblige, en effet, à faire plus de contrôle. Et ensuite, ce qu'il faut espérer, c'est que ce sujet-là va peut-être mettre un peu plus de responsabilité sur la clientèle, qui va comprendre, et je pense que sans doute que l'argument qui est le plus facile à comprendre pour un consommateur, c'est sans doute la dangerosité en termes de santé. C'est là-dessus que le consommateur peut se sentir concerné. Sur les autres sujets, même si 60% des Français considèrent que c'est une concurrence complètement déloyale, puisqu'ils ont compris qu'il y a du dumping, que les prix ne sont pas ceux qu'on devrait payer. C'est pas pour autant que le consommateur va choisir de ne pas y aller. On l'a vu hier. Il y a à l'ouverture du magasin Chine à l'intérieur du BHV à donc, Paris. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut pas que ça devienne moralisateur vis-à-vis des consommateurs, parce que sinon ça crée des tensions dans le pays. On en a beaucoup. Et sans doute que c'est assez légitime, en fait, d'aller vers des consommations moins chères. Oui, on va continuer d'en parler, de la question des consommateurs et de leur part de responsabilité. Mais quand même, je reviens, parce que vous parliez de Wish, Vincent Verrier, j'ai tout bêtement vérifié cet après-midi, elle est de nouveau accessible sur les moteurs de recherche. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis en conformité? Ils se sont mis en conformité, ils sont revenus dans le jeu, et aujourd'hui, ils sont accessibles que n'importe quelle plateforme. Donc c'est vrai que c'est limite, c'est-à-dire pendant un temps, cette plateforme a été, on va dire, sortie de France. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'était, pour être précis, si on tapait Wish, donc plateforme américaine celle-ci, sur le moteur de recherche, elle n'apparaissait pas. Il fallait trouver d'autres moyens. Il fallait trouver moyens. Donc il y a possibilité de se connecter sur des sites voisins, dans des pays voisins. Donc c'était encore possible. Mais naturellement, si vous tapiez Wish en France, enfin dans votre barre Google, ça ne fonctionnait pas. C'est une forme d'interdiction sur le marché français. On peut dire ça comme ça. C'est peut-être ce qui arrivera avec Chine. On verra bien. Le chemin est encore long, quoi. C'est un outil pour bloquer, mais on voit qu'il n'est pas complètement efficace. Oui. Effectivement. Alors, la question des responsabilités. Vous avez commencé à l'évoquer, Pascal Ebel. Je vous propose de revoir ces images d'hier. Donc, ouverture du magasin Chine au BHV. D'un côté, il y avait des manifestants et de l'autre, les clients. Voilà, honte à vous. Il y a un certain nombre de militants, notamment écologistes, qui pointaient la responsabilité des consommateurs. Jonathan, vous vouliez revenir sur ces images? Oui, parce que ces images, elles sont intéressantes, elles sont faciles à juger, parce qu'on comprend, j'allais dire, l'émoi d'un certain nombre de citoyens qui veulent pointer la responsabilité. Je rappelle que Chine, c'est 25 millions de clients en France. C'est quasiment le pays le plus actif en Europe et le plus important pour la marque. En Europe, Mais je suis assez d'accord avec ce que j'ai entendu Yann Brossa, donc sénateur communiste de Paris, qui disait qu'en fait, c'était un peu la solution de facilité, de culpabiliser le consommateur, alors que le vrai enjeu pour la puissance publique, c'est évidemment de s'intéresser aux producteurs et à l'interlocuteur fautif qu'est Chine.
Parce que taper sur les consommateurs biberonnés à la surconsommation, qui peuvent souvent pas se payer autre chose, parce que on est dans cette espèce de culture de la fast fashion et de la consommation un peu extrême. Ils sont conscients, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'ils sont conscients d'acheter des produits qui ne sont pas des produits de qualité, voire parfois des produits dangereux. Mais encore une fois, je trouve que c'est passé à côté du vrai sujet. Alors, c'est quoi le vrai sujet ? C'est l'enjeu de la régulation. Donc, échelle nationale, c'est normal que le gouvernement dégaine, mais tout le monde a bien compris que sur ces sujets-là, c'est à l'échelle européenne qu'il y a une chance que les choses bougent et des textes existent, comme on l'a rappelé. À ce titre, dans les discussions budgétaires, par exemple, on a vu que ça avait bougé sur la taxation des petits colis. Moi, l'idée de dire qu'on n'est pas aveugle vis-à-vis de ce phénomène et qu'en termes de concurrence déloyale, on essaye de contrebalancer la production à bas coût. Les chiffres sont ahurissants et ils augmentent en permanence, quelle que soit la prise de conscience par ailleurs du consommateur. 12 millions de petits colis qui arrivent chaque jour par avion dans l'Union européenne, quand même. Donc là, on voit évidemment cette opération avec 200 000 colis qui vont être ouverts. Tout ça est une goutte d'eau dans un océan d'horreur. Et en fait, si on prend un peu de recul, Chine, ils sont pointés depuis des mois par les pouvoirs publics. Tous les gens qui s'intéressent un petit peu à la question, que ce soit du côté des fédérations de commerce ou que ce soit des associations environnementales ou de défense des droits humains, on ne découvre pas le sujet Chine. Et on a quand même le sentiment, forcément un peu injuste, qu'il a fallu l'arrivée au BHV, donc dans le monde réel, d'une certaine manière, de façon concrète, et ce scandale moral des poupées pédopornographiques, pour que tout d'un coup ça bouge, qu'on s'agite, et c'est tout à fait légitime qu'il se passe des choses. Mais c'est vrai qu'on a ce sentiment assez régulièrement que voilà, s'attaquer à Chine, comme s'attaquer à Alibaba, comme s'attaquer à Wish, comme s'attaquer à Temu, ça dépasse le simple bras de fer commercial et on rentre dans des considérations géopolitiques dans lesquelles, on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, c'est la bataille entre des empires. La Chine, les États-Unis, l'Europe. Est-ce que l'Europe est capable de rentrer dans ce rapport de force ? C'est une question qu'on se pose dans à peu près tous les domaines. Je ne l'ai pas écrit, mais je le rajoute parce que j'y pense. Les sites porno, on a été dans ce genre de rapport entre des entreprises ultra performantes sur le plan de la rentabilité, avec des enjeux énormes et des habitudes culturelles qui sont très ancrées. Ça vaut pour la consommation des réseaux sociaux, ça vaut pour la consommation de la fast fashion. Voilà, tout ça, c'est des rapports de force qu'il faut assumer. Alors, avec quand même, posons-nous la question du rôle que nous, consommateurs, on peut jouer. Oui, ils ont un rôle à jouer. En y pensant, moi, je repensais à la période, peut-être qui date un peu, mais quand il y a eu les mobilisations citoyennes sur la fourrure animale, par exemple. On sait que l'association PETA, un certain nombre de consommateurs ont rejeté cette réalité-là, qui était très ancrée. On a trouvé des substituts pour que l'esthétique de la fourrure existe, mais pas le mal-être animal. Mais avoir les moyens d'être un consommateur, comme on dit, c'est un mot qu'on entend depuis longtemps, c'est pas forcément donné à tout le monde dans l'alimentaire. On le sait que consommer bio, consommer local, consommer vertueux, ça a parfois un coût supplémentaire. Parfois, pas toujours, et ça s'équilibre. Mais on va dans des va-et-vient et on voyait quand même que quand il y a eu la crise de l'inflation ou la hausse des prix de l'énergie, dans les arbitrages, très vite, on voit que la junk food reprend du poil de la bête. Pareil pour l'électroménager, pareil pour beaucoup de biens du quotidien. On a cette tension, cette schizophrénie du consommateur citoyen qui hésite entre ses valeurs et son porte-monnaie. Et puis il y a le travail forcé quand même. Il y a le travail forcé. Ça, je pense que c'est une campagne qui a beaucoup impacté, campagne européenne, beaucoup portée en France par Raphaël Glucksmann avant même son entrée formelle en politique, mobilisation citoyenne, pression des ONG, ça a eu et de certains responsables publics, ça a eu un impact significatif ces dernières années, avec l'établissement d'une liste noire, donc on a beaucoup suivi avec des entrées, des sorties, des marques qui mettaient en avant le fait qu'elles avaient pris conscience et qu'elles changeaient de fournisseur. Et à l'échelle européenne, il y a eu en mai 2024, une avancée qui était intéressante, c'est la directive sur le devoir de vigilance des multinationales. Donc ça vise à responsabiliser les multinationales sur l'ensemble de leur chaîne de production, donc responsabilité à l'égard des sous-traitants qui contribuent à la confection de leurs produits, pour prévenir les violations des droits environnementaux, des droits humains. Ça avait été considéré comme un progrès, un fragile progrès, mais un progrès. Et c'est vrai que depuis 1 an et demi, on a, notamment dans le cadre du bras de fer avec Donald Trump, bras de fer commercial, où il y a une très forte pression sur ces sujets-là, et beaucoup d'entreprises américaines étaient concernées. On va de plus en plus vers des reculs qui s'annoncent, avec quand même la droite, l'extrême droite, et pas que, qui trouvent le moyen de porter ces sujets-là à l'échelle européenne. Bref, le combat fait que commencer, dans bien des domaines et concernant Chine, et chacun a un rôle à jouer, ça, il ne faut pas se mentir, mais dans l'ordre, les pouvoirs publics en priorité, le consommateur dans un deuxième temps. Peut-être tout le monde ensemble. Dans cet ordre-là, effectivement, et vous avez donné le chiffre, on va le rappeler, 25 millions de clients en France, c'est le premier marché européen. Vincent Verrier, qui sont les Français qui achètent sur Chine ? Est-ce qu'il y a, c'est toujours compliqué un peu de répondre à une question comme celle-là, mais il y a une sorte de portrait robot, c'est plutôt des jeunes, c'est effectivement... Oui, voilà, c'est plutôt des jeunes avec des revenus assez modestes. Il faut quand même savoir qu'en France, on est à près de 18% de SMICA, donc effectivement, il y a beaucoup de Français, beaucoup de nos compatriotes qui ont des revenus
modeste et qui compte chaque euro tous les mois. Donc quand vous avez des produits qui sont vendus à 1,50 €, 2,50 €, que vous pouvez renouveler comme ça assez facilement, effectivement, on est tenté d'aller acheter ces produits. Donc c'est vrai que la culpabilisation des personnes qui vont acheter ces produits, elle existe, mais en même temps, le gouvernement est quand même conscient qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire il est là pour protéger le consommateur, mais en même temps, il se dit, je ne peux pas aller trop loin parce que j'ai des compatriotes, vous l'avez rappelé, c'est 25 millions de personnes qui en achètent. Donc, c'est ces deux cordes qu'il faut tirer, le protéger, mais en même temps, pas non plus faire n'importe quoi parce que ces produits sont consommés. Oui, effectivement, on va donner la parole à certaines de ces clientes, puisque là, en l'occurrence, ce sont des clientes qui étaient venues à l'ouverture du magasin Shein hier au BHV à Paris. J'estime que nous, les clients, c'est pas à nous d'interagir, c'est plutôt plus haut de l'État, c'est eux qui doivent agir, c'est pas nous. Nous, on a des faibles revenus et ce style de magasins comme avant Tati, et ça nous permet d'acheter plus régulièrement des vêtements et autres. Voilà. Je n'ai jamais acheté chez Shein, je n'ai jamais acheté en ligne des produits chinois. Mais les médias en ont fait une telle publicité que je suis venue par curiosité. Quand on peut profiter des prix pas chers, c'est quand même bien de pouvoir changer plus souvent. Votre avis, Fabienne Keller? Alors c'est vrai que moi j'ai une formule que j'aime bien, c'est que le consommateur il a le pouvoir de sa carte bancaire. Mais c'est peut-être un peu facile à dire. Oui. En l'occurrence, je pense que c'est très simple. Il faut que ce qui est vendu sur les plateformes subisse les mêmes règles que ce qui est vendu dans les magasins. Mais ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Donc, il y a cet autocontrôle dont bien on sûr, parlait. donc à charge pour nous, pouvoir public, de nous assurer de cette mise en œuvre. C'est fait par la France qui se mobilise et le relais va être pris très rapidement. Ça a été déjà annoncé par la Commission européenne. Ma collègue Stéphanie Yon-Courtin a écrit hier déjà à la Commission européenne pour demander, alors c'est notre process européen, qu'une enquête soit conduite, probablement sur la base des contrôles, fait aujourd'hui, fait par la DGCCRF il y a quelques jours, qui puisse réellement prouver que Shein, à grande échelle, laisse passer des produits dangereux, non conformes à la réglementation, laisse passer... Alors là, quand on est dans la pédopornographie, on est même dans un autre registre d'ailleurs, où d'autres textes s'appliquent. Nul ne doit être complice de pédopornographie, et là c'est beaucoup plus sévère en termes de réglementation. Ce qui peut conduire à la suspension, cette fois par la Commission européenne, de Chine, donc en Europe, pas seulement en France. Parce qu'on est tous conscients que l'empêcher de vendre en France, si ça se vend en Belgique ou juste à côté, et même si c'est interdit en Europe, on sait qu'il y a des techniques, des technologies qui nous permettent d'acheter à partir de pays limitrophes. Mais on n'est pas non plus les seuls à s'inquiéter de nos consommateurs, donc on peut penser que l'Europe fera un exemple. Oui, et puis ça arrangerait aussi la France de ne pas être toute seule dans un combat contre un géant chinois. Mais même si elle n'est pas toute seule, moi j'entends tout à fait, la théorie et l'existence de tout ce que vous décrivez est totalement vraie. Donc il y a un cadre vertueux qui a été mis en place, mais si on prend des exemples que j'évoquais d'autres marchés face auxquels un rapport de force a été engagé, on a évoqué plusieurs fois les amendes dont Google a été la cible, la dérive d'un Twitter devenu X qui contrevient à toutes les règles de régulation, de modération, de tout ce qu'on veut. Donc c'est là où il y a parfois un décalage et une attente aussi du consommateur citoyen de se dire les règles existent, et j'étais le premier à saluer quand Thierry Breton a fait ce boulot de commissaire tout à fait volontariste et tout à fait efficace. Mais qu'est-ce que ça a changé dans notre réalité, dans notre rapport à ces grands acteurs? Alors là, il y a eu des sanctions, mais peut-être insuffisantes. Oui, mais là, il y a 40 millions pour Wish, je ne suis pas sûr que ça les a empêchés de dormir. Oui, même si au total, ça fait 200 millions, ou 40 c'est pareil. Il y a deux faits nouveaux. Il y a deux faits nouveaux. La pédopornographie. On lutte contre cela et j'espère que vos collègues ont pu se rapprocher des spécialistes qui sont notamment ceux qui sont sur la plateforme Pharos, qui gèrent tout ça. C'est un univers absolument glauque, mais où il faut qu'il y ait des policiers et gendarmes qui s'investissent pour en limiter l'impact. Donc ça, c'est monstrueux et c'est toutes nos valeurs qui sont remises en cause. Et l'autre aspect, c'est l'aspect d'armes. Laurent Nunez a indiqué qu'un des assassins récents s'était procuré son arme sur Shein. Donc on commence à accumuler des preuves dans des domaines qui sont quand même de l'ordre de la sécurité publique, et même si parfois on est inquiet de réglementer trop un marché... c'est la plateforme Chine, encore une fois, donc ça va être facile pour eux de dissocier le côté on se débarrasse de la plateforme. Je pense que tout ça est très mûr, nous en parlons déjà beaucoup,
Et ces deux faits nouveaux, pédopornographie et violence et armes, acquisition d'armes, on pourrait parler de trafic aussi, de stupéfiants, qui sont diffusés grâce à ces plateformes. Ce n'est pas Chine qui produit directement, mais qui héberge la diffusion de ces produits, qui sont soit des drogues, soit des précurseurs de produits chimiques dangereux. Donc il y a une prise de conscience qui va nous permettre, nous c'est les Européens, mais les Français, les Allemands, les Italiens, tout le monde subit cette situation de passer à une échelle supérieure. Donc j'ai confiance. Espérons que ça ira suffisamment vite, parce que c'est toujours un peu le problème du fonctionnement de l'Europe à 27. Mais ça fait beaucoup réagir nos téléspectateurs, téléspectatrices. Gio qui nous écrit de Lyon, comment se fait-il que l'on découvre tout à coup ces non-conformités? N'y a-t-il pas eu des contrôles préalables? On a un petit peu répondu tout à l'heure en parlant d'autocontrôle et des limites de l'autocontrôle. Première question. Ensuite, Jean-Claude qui nous écrit de Bordeaux, Temu ou Amazon vendent la même chose. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça, mais pourquoi ces marques ne prennent-elles pas les mêmes sanctions? Peut-être un mot là-dessus, Vincent Verrier. Est-ce que vous êtes allé vérifier? Justement, parce que Amazon, c'est encore plus géant. Est-ce qu'on peut trouver des choses aussi horribles sur Amazon? Alors, on n'a pas été vérifié sur Amazon, mais d'abord, je voulais revenir sur la première question. Par exemple, on a fait l'interview du porte-parole de Shein en France. On lui a posé la question. On lui a dit... Les autocontrôles. Les autocontrôles. Donc, il nous a expliqué qu'il y avait 4 niveaux de contrôle. Donc, il nous a détaillé. Et à la fin, on s'est dit, mais 4 niveaux de contrôle. Et à la fin, on se retrouve avec une poupée vendue à des pédocriminels. Avec des mentions qui sont quand même assez claires. Et ça passe à travers. Donc, quand on entend ça... Au final, la conclusion qu'on a eue, nous, un peu aux Parisiens, c'était que les contrôles, il n'y en avait pas. Ou alors... ils sont faits pour laisser passer le maximum de produits. C'est des contrôles faits sur documents. On ne va jamais voir les produits. Véritablement, on a vraiment eu le sentiment que ces contrôles, c'était des contrôles, on va dire, un peu factices, et que derrière, il n'y avait pas de réalité. La poupée, quand vous la voyez, quand vous voyez la description, on a du mal à imaginer qu'elle ait pu passer à travers 4 niveaux de contrôle. Même une IA, elle détecterait, enfin, c'est même pas, on n'a pas assez de bras pour, il y a trop d'œuvres. C'est n'importe quel balayage par IA des images telles qu'elles apparaissent sur le site devrait clignoter. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils n'aient pas la lucidité de se rendre compte à quel point ça dépasse les bornes, en fait. Ça donne un sentiment, en fait, d'impunité totale. Donc, du coup, quand même, de pas... grande peur du gendarme. Donc, encore une fois, le gendarme est en train de se muscler et sûrement que par le rapport de force, ça changera. Mais on a vraiment le sentiment d'être dans un Far West où ces acteurs-là sont capables d'embaucher un ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, comme responsable du RSE. Il est parti, certes. Oui, mais on était déjà dans n'importe quelle personne qui connaît un tout petit peu le sujet. Je ne suis pas spécialiste. Chine clignotait déjà comme étant un vrai sujet. Donc, on est quand même dans cette espèce de confusion entre pouvoir public, alors pas tous, évidemment, et je ne vous mets vraiment pas dans ce sac-là, loin de là, mais entre des acteurs publics de premier plan et ces acteurs qui trouvent des relais, que ce soit dans le lobbying traditionnel ou dans la façon de par l'argent, quoi. Donc je pense que c'est pas être trop naïf. Je pense qu'ils se sentent un peu dépassés. Ils ont fermé leur marketplace. Alors marketplace, on réexplique. Donc c'est effectivement les autres places de marché qu'ils hébergent. Voilà, c'est des produits qui ne sont pas fabriqués par Shein. Voilà, c'est pas fabriqué par Shein, mais c'est vendu sur la leur plateforme de Shein. Nous, l'analyse qu'on a eue aux Parisiens, c'est de se dire qu'en fait, il y a tellement de produits qui respectent pas les règles européennes, qui sont dans l'incapacité de tous les sortir. Et donc, à un moment, pour éviter de se retrouver dans une situation où tous les matins, un député, un journaliste, un simple citoyen lève la main en disant ce produit-là, il n'est pas bon, ce produit-là, il n'est pas bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé la marketplace. Parce que le risque pour eux, il est quand même pas anodin. C'est-à-dire que dans 48 heures, maintenant 24 heures, si les produits ne sont pas retirés, là, c'est les armes, mais demain, si on trouve d'autres produits, vous parliez de drogue, vous parlez... Le risque, c'est que oui, c'est deux sujets. Il y a ce qui est illégal, et ça, tout à fait, c'est à quoi ça répond, et il y a ce qui détruit nos commerces. Les commerces, on va en parler un peu plus tard. Parce que la question, et puis ça renvoie à la photo qui est derrière vous, de l'accueil de Chine, notamment au BHV. Je sais qu'il y a par exemple le maire écologiste de Grenoble aujourd'hui qui a demandé au patron, enfin au propriétaire du BHV à Paris de ne pas accueillir Chine dans le magasin de Grenoble. Bon, bref, on reparlera de l'expression bad buzz, mais c'est celle qui me vient, et du drôle de choix qu'a fait le propriétaire de cette marque. Mais je voudrais revenir quand même à la mécanique de ces plateformes. Pascal Ebel, et notamment de Chine. Parce qu'on était sur les consommateurs et consommatrices, comment ils poussent à la consommation? Alors, ce qu'on a observé, c'est que notamment, par exemple, Temu, quand il y a eu des restrictions sur le marché américain, c'est qu'ils ont multiplié par 2
la partie de promotion avec des influenceurs. En fait, sur le marché européen. Sur le marché européen. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment par des influenceurs sur lesquels tombent les jeunes, où il y a beaucoup de publicité, où on voit des gens qui vous donnent envie, qui vont défaire des paquets devant vous, et on crée ce désir de consommation qui est un peu impulsif, et on clique sur le lien et on va acheter des choses. Donc c'est par ce biais-là qu'ils sont rentrés. Et c'est vrai que par rapport à d'autres plateformes comme Amazon, qui avaient finalement négocié avec des acteurs physiques européens, parce qu'ils font tous la même chose, c'est-à-dire que c'est pas nouveau en fait. On a quand même en effet Alibaba, on a quand même TikTok Shop, on en a des tonnes qui sont là. 30% des ventes des habits se font sur des plateformes. Donc on voit bien que finalement eux, ils ont voulu passer en force que par le biais des réseaux sociaux, en fait. C'est un peu ça qui s'est passé. Et finalement, ça monte très, très vite parce qu'ils ont un modèle qui est qu'ils fabriquent... En fait, ils utilisent en effet le digital. C'est-à-dire, dès qu'il y a un produit qui plaît, ils le multiplient, la fabrication, et ils poussent ce produit-là. Donc, en fait, c'est que la digitalisation permet finalement d'optimiser les ventes. Et c'est ça qui fait que ça a été beaucoup plus rapide que les plateformes précédentes. Avec en plus des fausses promos, on en parlait tout à l'heure, pour lesquelles Chine, entre autres, a été condamnée. Alors, il y a une solution, puisqu'on va essayer de rentrer un peu dans le détail des solutions françaises et européennes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est la taxe sur les petits colis. On en parle tout de suite avec Audrey Vuettaz. On va détailler ce que la France est en train de mettre en place. Bonsoir Audrey, bienvenue à vous pour freiner cet afflux de colis de Chine, Temu ou AliExpress. L'Union européenne réfléchit à une taxe sur les petits colis. En effet Thomas, parce que depuis 2010, les colis d'une valeur de moins de 150 € échappent à toute taxe quand ils entrent dans l'Union européenne au nom de la fluidité douanière. Oui, mais voilà, depuis la création des plateformes que vous avez évoquées, Chine, Temu ou encore AliExpress, le nombre de ces petits colis a explosé. En 2024, c'est 4,6 milliards de petits colis qui sont entrés sur le marché européen. Et vous voyez ce chiffre très impressionnant, 91% en provenance de Chine. Écoutez la commissaire en charge de la souveraineté technologique à ce sujet. Nous avons donc constaté une augmentation des produits de faible valeur vendus par des commerçants non européens sur des plateformes de marché en ligne. Et nombre de ces produits se sont révélés peu sûrs, contrefaits ou même dangereux. L'idée de la Commission européenne, c'est d'imposer des frais de 2 € sur chacun des colis qui arrivent de l'extérieur de l'Union européenne. Une décision qui est poussée par la France, par la Roumanie aussi. Oui, mais voilà, comme toujours avec l'Union européenne, ça prend du temps. Cette mesure ne pourrait pas voir le jour avant 2027 au mieux. Et donc, je le disais en amorce, la France a décidé de prendre les devants. En incluant dans son projet de budget une taxe de 2 € sur tous les articles contenus dans ces petits colis. Donc si vous avez 5 articles, c'est 2 € par article. Le problème, c'est que ça pourrait être retoqué au niveau de l'Europe, justement, parce que ça compromettrait l'uniformité du système douanier commun. Pour éviter un bras de fer avec Bruxelles, la France a une solution, faire passer ces 2 € pour des frais de gestion au nom de la charge de travail que tous ces colis imposent aux douaniers. Avec quelles conséquences, si ça rentre en vigueur, pour les consommateurs ? Eh bien, il y aura ces conséquences forcément sur les consommateurs, parce que les frais, même s'ils sont payés par les plateformes, ils seront vraisemblablement répercutés sur le prix des produits. C'est ce qui s'est passé notamment aux États-Unis quand Donald Trump a imposé des droits de douane à 150% pour les produits importés de Chine. Ça s'est forcément répercuté sur les produits aux États-Unis. Reste à savoir si une augmentation de quelques euros, vous en aviez parlé tout à l'heure, suffira pour empêcher les consommateurs d'acheter ces produits. Merci beaucoup Audrey. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant, Fabienne Keller ? Parce que là, on n'arrête pas de dire l'Europe va pas assez vite. Donc sur cette taxe spécifique, là, on en est où et qui peut accélérer ? Tout le monde, mais sur le sujet fiscal, sur la fiscalité douanière, on a une frontière commune. La logique, c'est vraiment la fiscalité européenne. Sinon, ça se déplace d'un port à l'autre ou d'un aéroport à l'autre. Si les colis arrivent à Charleroi au lieu d'arriver à Roissy, on n'a rien gagné. Donc, Charleroi en Belgique, juste à côté. Donc, la réflexion existe au niveau européen. J'ai entendu la remarque de Mme Vuettaz. Voilà, ça met trop longtemps. Mais je pense que ce qui est en train de se passer en France, il faut le savoir, c'est suivi dans toute l'Europe. L'histoire des poupées, c'est un choc européen. Le fait qu'il existe... Et puis c'est peut-être, pardon de nous interrompre, c'est peut-être aussi
une occasion que tout le monde attendait pour pouvoir taper plus fort sur la plateforme. Bien sûr, c'est une révélation avec des faits derrière. Oui. Je vous disais, les 200 000 colis qui vont être analysés, ce sera très intéressant de connaître le pourcentage de produits non conformes, défectueux, dangereux, illicites, etc. Il y aura de l'info dans puisqu'ils n'étaient pas prévenus au moment de l'arrivée des avions. Il y a eu quelques enquêtes de presse qui le montraient déjà pas mal. Mais on le savait, tout ça. Mais là, on va le mesurer. Ce sera documenté par la puissance. Sur les on le savait, là, on va le mesurer. Pardon, mais... pourquoi la question, c'est quand même, je vous laisse revenir, mais pourquoi on n'a pas agi plus tôt? C'est toujours facile à dire quand on est journaliste assis sur son siège de présentateur. Alors les journalistes nous alertent depuis longtemps, les ports nous alertent depuis longtemps, les ports et les aéroports. Parce qu'en fait, on a en gros un doublement du nombre de paquets qui arrivent depuis 21. Et donc le taux de contrôle, il n'a pas pu suivre. Donc le taux de contrôle s'est effondré, laissant la porte plus ouverte plus largement à des fraudes. Mais c'est pas non plus, il y a aussi un problème écolo, c'est pas très raisonnable de faire rentrer plein de produits qui avant rentraient sous forme de containers homogènes, aujourd'hui sous forme de petits paquets emballés qui coûtent extrêmement cher en termes d'émissions carbone. Donc tout ça est convergent et va dans le sens d'une fiscalité aux petits paquets. Il faut les décourager pour mieux les contrôler, pour éviter les produits dangereux. Et va surtout dans le sens de l'application des réglementations qu'on évoquait tout à l'heure sur le contrôle, autocontrôle, recontrôlé derrière par les plateformes. Elles doivent être autorisées parce qu'elles participent à l'organisation des marchés, elles protègent les consommateurs pour avoir accès à des produits pas chers, mais dans la mesure où elles respectent les principes de sécurité et la réglementation générale de tous les produits. On ne doit pas trouver en ligne des produits qui seraient interdits on est tous dans les magasins. Là-dessus. Alors, question de Dominique du Pouliguen. Pourquoi c'est une affaire européenne? On parle d'un magasin en France. Non, pourquoi on doit attendre que l'Europe donne son feu vert? Parce qu'elle est belle. Parce que c'est vrai, quand on entend Audrey Vettaz, on se dit, bon, ben voilà, cette taxe sur les petits colis, ça peut être une partie de la solution. Pourquoi il faut attendre un feu vert européen? Alors, c'est vrai que sur le magasin physique, il ne pourra pas se passer les mêmes choses. C'est-à-dire qu'évidemment, comme les produits sont devant les consommateurs, on ne mettra pas des poupées pédopornographiques et on ne mettra pas des armes dans le magasin. Donc mais on devrait pouvoir appliquer la même logique à un magasin. Voilà, donc c'est qu'en effet, c'est pas du tout le même phénomène. Là, pourquoi Chine cherche des magasins physiques? C'est bien parce qu'on va interdire la publicité, on espère bien, à la Commission européenne, puisque cette loi sur l'ultra fast fashion devrait être mise en application en 2026. Donc comme on va leur interdire petit à petit de pouvoir continuer à recruter sur les réseaux sociaux, ils ont besoin de magasins physiques. Et ils savent très bien, puisqu'il y a déjà eu des magasins éphémères, qu'il y a une clientèle qui fait la queue. En fait, tout le monde se bat. C'est statutaire et c'est une logique de vitrine aussi. Oui, bien sûr. Et puis ça renforce l'image de la marque, la notoriété. Et donc, ils jouent cette carte-là parce qu'ils sont un petit peu obligés. Il faut juste dire quand même qu'il y a une troisième façon d'agir. C'est qu'en effet, la notoriété d'une marque, quand il se passe ces phénomènes-là, c'est aussi les entreprises qui, en termes d'investissement, ne sont pas suivies par les investisseurs s'ils ont une mauvaise image de marque. C'est-à-dire qui va continuer à financer ces marques-là s'ils sont dénoncés, s'ils ont des actions qui sont critiquables. La question, elle se pose aussi pour Frédéric Merlin, l'actionnaire, le propriétaire du BHV qui a décidé d'accueillir Chine physiquement dans ses magasins. La mauvaise image, ça a commencé bien avant la révélation des ventes de ces poupées pédopornographiques. Vincent Verrier, quelle mouche l'a piqué? C'est un peu la question que je me pose depuis plusieurs semaines, moi. Pourquoi il faut relancer un modèle économique qui s'appelle le BHV. Et donc, c'est vrai que quand on voit qu'il y a 25 millions de Français qui achètent ces produits, on se dit on a une locomotive extraordinaire qu'on peut faire rentrer dans le BHV. Ensuite, il y a des éléments de langage qui sont assez forts en disant je fais rentrer les Français modestes dans un temple de la consommation qui était avant réservé à des gens qui étaient plus aisés. Donc, il doit faire vivre ses commerces. Il trouve là une locomotive qui s'appelle Chine. Mais il dit pourquoi pas, il tente la chose. Après, mais avant même le scandale, il y a déjà la fédération du prêt-à-porter qui est vent debout contre Chine. Il y a des marques françaises qui ont fermé les unes après les autres. Il sait bien que ça va être mal reçu quand même, cette initiative. Mais il en joue, regardez l'affiche.
Ah bah oui, ça, il l'assume complètement. On n'aurait pas dû faire. Donc il a une publicité gratuite. Ben oui, bien sûr, un bad buzz, ça fait Oui, il y a pas mal de clients hier qui disaient moi je n'avais pas prévu de venir, mais finalement, si on en a parlé, je suis là. Après, il y a un petit bémol quand même, parce que hier, les gens qui venaient acheter, ils avaient un bon d'achat à utiliser au BHV qui correspondait à la somme qu'ils avaient dépensée en achetant des produits Chine. C'est incité à venir. Voilà, donc il n'y avait pas uniquement que des aficionados de la marque, il y avait aussi autre chose. Oui, effectivement. Il faut avoir conscience que ce modèle de distribution est fragile. Dans nos villes, il y a différents grands magasins qui ferment. Il y a des commerces qui vendaient plutôt des produits français ou européens qui ont fermé, des petites chaînes, au cours des dernières années. Donc il faut avoir conscience que cette forme de commerce est fragilisée. Ça devait leur sembler être une bouée de sauvetage. Ils l'ont mis au dernier étage pour que tout le monde, j'imagine, passe par les étages d'en dessous. Mais évidemment, c'est extrêmement choquant. Et Shein a tenté la notabilisation, en fait, en étant, vous vous rendez compte, en face de la mairie de Paris, dans la plus belle ville du monde. Ah oui, ça, on voit bien l'intérêt de Shein d'être à cet endroit-là. D'ailleurs, alors là, ils ont tenté, ils ont réussi. On revient sur le scandale provoqué par la vente de ces poupées pédopornographiques. Le patron de Shein qu'on voit en photo, Donald Tang, c'est ça, c'est son nom. Il propose une rencontre à Bercy. Il essaye de montrer patte blanche, c'est ça, Vincent Verrier? Oui, à plusieurs reprises, il a essayé de contacter Bercy pour être reçu. Après, ce qui est compliqué pour le ministère de l'économie, c'est qu'il y a une enquête qui est en cours. Oui. Donc c'est un peu compliqué de recevoir le patron alors que l'enquête est en cours. Ça va un peu brouiller les messages. Là, ce que veut envoyer le ministère de l'économie comme message, c'est consommateurs, on prend les choses en main, on prend des mesures, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc là, s'il reçoit le patron de Chine en ce moment, ça peut paraître un peu compliqué. Oui. Puis alors, il y a un autre argument, il y a l'argument écologique, puis il y a l'argument, je vais trop vite, de la santé des acheteurs. Et Emmanuel Grégoire, député socialiste, candidat à la mairie de Paris, qui était devant le BHV hier, il pointait cette question, on l'écoute. Est-ce que les consommateurs en question, vous les avez interrogés, est-ce qu'ils savent qu'un certain nombre de ces vêtements sont faits par des prisonniers politiques? Est-ce qu'ils savent qu'un certain nombre de ces vêtements sont dangereux pour la santé parce qu'ils sont couverts de produits chimiques? Est-ce qu'ils savent que ces vêtements vont tomber en ruine peu de temps, malheureusement, après leur achat? Je veux dire, la course, entre guillemets, effrénée au bas prix pour attirer des consommateurs, c'est un réflexe qui est aussi vieux que le monde. Notre rôle à nous, c'est d'éclairer sur les enjeux sous-jacents et d'une certaine manière, en croyant faire une bonne affaire, on concourt à la destruction d'un monde qui est celui qui nous protège collectivement. Voilà pour la réaction d'Emmanuel Grégoire. Pascal Ebel, sur la dangerosité, parce que je discutais avec des gens de la DGCCRF, la répression des fraudes, disaient que c'était pas si simple que ça, en fait. C'est vrai qu'il y a eu des études d'associations de consommateurs pointant la dangerosité, mais si ces produits sont dangereux, la DGCCRF, elle a là un levier pour les interdire, normalement. Oui, alors quand ils vont faire les contrôles à Roissy, ils vont aussi regarder ça. Et c'est en effet, il y a quand même des fédérations qui avaient déjà fait des tests, en fait. C'est vrai que tout le monde savait qu'il y avait des colis où il y avait des produits qui passaient pas, la barre en termes de dangerosité. Ce dont on se rend compte auprès des consommateurs, c'est quelque chose c'est un des sujets sur lesquels ils sont moins informés. En fait, ils savent sur la dangerosité. Sur la dangerosité. C'est pas, il y en a que 47% qui savent que ces produits-là peuvent être plus dangereux que s'ils l'achètent ailleurs. Donc, il y a forcément ce sujet-là qui pourrait faire qu'il y a moins d'acheteurs. C'est ce à quoi on va être le plus sensible, plutôt que l'argument environnemental ou l'argument droit du travail, en fait. Oui, parce qu'il y en a des arguments. La dangerosité, on vient d'en parler. Le bilan carbone, il est calamiteux. Le droit du travail, les prisonniers politiques ouïghours, les poupées pédopornographiques, le mensonge sur les fausses publicités. Qu'est-ce que j'oublie? Les armes. Et j'en oublie une autre, la réglementation sur nos données personnelles. Franchement, il est temps de l'interdire, non, Fabienne Keller? Non, mais j'espère qu'avec tout ça, il y aura une suspension. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais j'espère qu'il y aura une suspension rapide, quoi. Alors, nous sommes conscients de cela depuis plusieurs années. C'est pour ça qu'il y a une réglementation décidée en 23. Appliquons-la. Il y a 2 ans. L'enjeu est l'application. Et c'est vrai que les autorités... La Commission européenne, et Navir Kunen, qui est passé tout à l'heure, la commissaire en charge, est inquiète parce qu'elle a peur de perdre des contentieux juridiques face parce qu'ils sont très forts en face. Parce qu'ils ont les meilleurs juristes de la planète. Parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils sont extrêmement riches. Et parce que notre mode opératoire respecte les libertés, respecte les règles. Donc c'est un système juridique de droit.
Et donc, je pense que ce qui est en train de se passer en France est de nature à enfin faire basculer la Commission dans l'action. Nous nous y employons. C'est pour cela qu'une lettre a été rédigée par ma collègue, je l'évoquais tout à l'heure, Stéphanie, pour mettre la Commission devant ses responsabilités, mais elle en est consciente, et avoir le courage de tenir bon face à ces plateformes qui sont redoutables, qui sont qui font de l'ingérence, qui sont très très présentes dans les institutions européennes, auprès des décideurs. Mais il faut avoir le courage de défendre le bras armé d'un nos pays valeurs. Aussi, encore j'y reviens, je dis tout, qui sont aussi le bras armé d'un pays. Si c'était simplement le rapport de force avec un acteur privé, on pourrait avoir confiance effectivement dans la puissance même ressentie et intériorisée par la Commission européenne. Mais on a tellement d'expérience, que ce soit à l'échelle nationale entre la puissance publique et l'agroalimentaire, que ce soit les réseaux sociaux ou les grands acteurs des moteurs de recherche. Moi, j'aime beaucoup votre volontarisme. Alors, je voudrais compléter la Chine, le sujet de la Chine, mais aussi des États-Unis, qui nous interdisent, entre guillemets, qui nous ont menacés, si d'aventure nous mettions en œuvre ces réglementations. Ça prouve qu'ils sont efficaces, ces règlements. Potentiellement efficaces. C'est parce qu'ils nous protègent, ils protègent notre modèle. Bon, 450 millions de consommateurs en Union européenne, ça donne du pouvoir. Appliquons et utilisons cette force. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Vincent Verrier, on vous lit évidemment dans le Parisien beaucoup de très bons articles sur ce dossier Chine depuis quelques jours. Merci et à bientôt sur Public Sénat.